les succès ne commencent pas nécessairement par un penchant immodéré pour le droit chemin. Pour certains, ils débutent dans les mauvais quartiers et l'illégalité. On n'entre pas comme ça chez eux. Attention Tollard vous ouvre leurs portes d'une forme de réhabilitation parfois singulière. Peter Zingler, l'ex-détenu qui a écrit des scénarios de scènes de crimes spécialistes dans des séries policières et à la télévision, vivait à Francfort depuis le début des années 1970-1970. Spécialiste de l'intrusion dans les villas des hommes riches, du vol de fourrure, du vol de tapis et de tableaux, après la prison, il deviendra, mesdames, messieurs, une immense personnalité en Allemagne. Mais lorsque vous avez un indicateur et que la police vous demande le nom de cette personne, est-ce que vous le faites ? Bien sûr que non. Non, ça c'est le respect des sources aussi, c'est le respect de la protection des sources. Et je pense que c'est indispensable de nous garder une sorte d'indépendance et de neutralité. Tout comme les policiers n'ont pas de nous divulguer des informations qui pourraient nuire à une enquête judiciaire. À la suite du récit, vous retrouverez Hervé Meillon et le journaliste judiciaire à l'ADH Arnaud Farr qui feront le point sur cette histoire. Peter Zingler, cet homme à multiples facettes, je vous en raconte son histoire avec la complicité de Claudio Bolsonaro et de Kurt Glaser. Bienvenue à vous tous et merci de nous suivre. Hervé Meillon vous raconte des histoires horriblement vraies dans Attention, Tollard. C'est lors d'une alerte d'un raid aérien que Peter Zingler est conçu. La mère a caché à sa famille cet accouchement et grossesse clandestine. Le bébé est rapidement confié à un foyer pour enfants dès sa naissance en 1944 en Allemagne. 1944. La guerre n'est pas terminée. Zingler a un nom d'origine juive et il a le statut d'apatride, son pays de naissance ne lui accordant pas de nationalité. Aucune famille ne veut donc l'adopter. 18 mois, tout de même après sa naissance, sa grand-mère, par hasard, apprend son existence. Elle le sort de l'orphelinat et l'emmène vivre à Cologne. C'est dans cette ville que Peter Zingler va grandir. Sa situation se régularise car sa grand-mère se déclare être la mère du petit Peter. Il apprend cependant, à l'âge de 10 ans, que sa supposée sœur aînée est en réalité sa mère. En apprenant cela, il se sentait trahi. Il s'est d'ailleurs enfui quelques heures du domicile. Il y revient par égard et amour pour sa grand-mère qu'il adorait et qui était devenue sa meilleure amie. Attention, Tollard, raconté par Hervé Meillon. En 1948, alors qu'il n'avait que 4 ans, sa grand-mère l'emmena à la campagne pour thésauriser. En fait, créer des stocks de sécurité en période de bonne situation d'approvisionnement est fondamentalement une mesure positive pour réduire les risques en cas d'urgence. On est au sortir de la guerre, il faut le savoir. Mais en période d'offres insuffisantes, thésauriser est perçue négativement car elle prive les autres consommateurs de biens dont ils ont un besoin urgent et entraîne des pénuries supplémentaires. Les stocks engrangés par la grand-mère et le petit Peter ne se font pas, vous l'aurez compris, dans la plus grande honnêteté. Peter, on peut le dire, Peter Zingler, est donc devenu délinquant à l'âge de 4 ans. À cette époque même, en tant que rabatteur, il détournait l'attention des douaniers à la frontière belge et contre rémunération, il aidait à faire passer clandestinement des personnes. À travers les films qu'il voyait secrètement au cinéma, il tombe follement amoureux de Brigitte Bardot. À l'âge de 14 ans, il a fait du stop d'ailleurs jusqu'à Saint-Tropez. Il va planquer et il guette. Et il guette les sorties de la belle, de son idole, la belle bébé. Il souhaite vivre comme son héros, Eddie Constantine. Vous vous souvenez certainement plus de cet acteur que dans des rôles de gangster et chanteur et même amant à l'époque d'Edith Piaf. Peter Zingler, car il faut dire Peter et pas Peter, Peter Zingler a commencé à voler des automobiles de luxe, des tapis, des tableaux et de l'argenterie dans des villas de riches, précisera-t-il longtemps. En 1959, à l'âge de 15 ans, il est condamné
à 2 ans de prison. Il est incarcéré pour la première fois. Au cours des 25 années suivantes, il vola principalement des produits de luxe lors de nombreux cambriolages. Il n'a jamais ressenti des remords. Non, il dit « Ah, j'aimais être un gangster du milieu. » Il le déclarait d'ailleurs au grand quotidien allemand Der Spiegel. À Hambourg, après une effraction, il vole chez des richissimes un tapis unique, resplendissant et très, très coûteux. Il fera cette déclaration quelque peu venteuse pour certains. Après ce vol, j'étais tellement heureux, j'étais tellement bien que j'ai eu une érection qui a duré 6 heures. Adrénaline et testostérone mélangés peuvent être une façon de comprendre mieux cet homme. Sa vie, à grande échelle, avec sa Porsche, s'est terminée brusquement lors de son arrestation. Peter Singer, le cambrioleur professionnel, a passé au total 12 ans dans les prisons de son pays. Attention, tolard. Hervé Meillon vous raconte la vie de Peter Zingler, voleur patenté, qui a profité de son incarcération pour se faire connaître avec des articles et ouvrages érotiques. Au cours de sa dernière période d'emprisonnement, en prison ouverte à la prison de Dieburg, il commença à écrire. D'abord, des histoires érotiques, faut dire que c'est typique de la littérature carcérale. Cependant, il a pu les faire publier dans le journal Pantoz et Playboy. Des mensuels que les messieurs lisaient d'une main, tant l'autre était occupé. Lors de son long emprisonnement, il rencontre Ursula Sigismund, descendante du philosophe Nietzsche. Elle a dirigé le groupe de littérature de la prison et elle a apprécié et promu Zingler. Lorsqu'il commença à écrire, elle a envoyé un manuscrit à un célèbre lecteur allemand qui fut emballé. Peter Zingler a bénéficié d'1 jour de congé de prison, 1 jour pour présenter son travail en personne à Munich à ce grand acteur. Attention, tolard. En 1985, Zingler et son ami la caricaturiste Doris Lerch fondèrent la Roman Fabrik, un lieu de lecture et de débat. Première initiative littéraire d'ailleurs à Francfort où il vit depuis 1973-1973. Ses amis, un propriétaire d'ailleurs de bordel, dont il aimait bien les lieux, et aussi le président quand même de l'Académie allemande pour langue et poésie, l'amènent au cœur de la vie d'un écrivain en reconnaissant son travail comme respectable et mythique. Ils disent tous « Peter Zingler a la plume brillante. » Peter travaille tout d'abord comme journaliste pour divers magazines. Il fut aussi l'un des scénaristes de séries policières télévisées les plus titrées, avec notamment Mario Adorf, qui fut l'un des acteurs contemporains les plus marquants de la scène du cinéma et de la télévision allemande. Il invente d'ailleurs le personnage de l'expert en art Joachim Joe, et il va recevoir de nombreux prix littéraires. En 1996-1996, Peter Zingler réalise également le très fort film It's All Just Camouflage. Ce n'est que du camouflage. Son film télé, Tödliche Wende, Le virage fatal, a reçu le Lion d'Or, un prix de la meilleure fiction par RTL Allemagne, et le scénario a reçu le Gong d'Or, un prix, à l'image, si vous le voulez, des Césars pour la télévision. Avec ses scénarios, l'auteur a apporté un nouveau ton, une nouvelle vérité au drame policier de la télévision allemande, qui était généralement posé et assez ennuyeux. Ces séries sont ce que les gens pensent être la réalité, mais elles n'ont rien à voir avec la réalité. Attention, tolard. Plus de 25 romans ont été également écrits par notre homme, et pas seulement des romans policiers. Mais il a célébré ses plus grands succès à la télévision également avec des modèles pour le personnage Schimanski. L'acteur allemand Götz George a été rendu célèbre dans le monde entier par ce rôle dans la série Tatort. Le personnage de Schimanski était totalement à l'inverse de l'inspecteur Derrick.
Peter Zingler travaillait de manière obsessionnelle, sans interruption. Mais son passé de voleur est toujours resté présent dans son esprit. Il a toujours eu le sentiment qu'il était déterminé à le montrer à tout le monde. Les symboles de statut, comme la Rolex accrochée à son poignet, sont toujours restés importants pour lui. Il dit d'ailleurs « J'ai peur vraiment que si je tombe, je sois mort. » Né apatride, l'Allemagne est fière maintenant de l'avoir adopté. Il y avait toujours une mitraillette accrochée au mur de son bureau. L'homme, qui menait une vie sauvage, portait un rubis à l'oreille droite pour montrer que c'était un dur. Et tout cela a servi à cultiver son image. Dans la vie, il était une personne sensible, attentionnée et chaleureuse envers ses amis. Sa première vue de roi des cambrioleurs et d'une enfance troublée ne l'ont pas aidé à décrocher une grande stabilité en amour. Sa vie amoureuse était plus que fournie. Côté officiel, en s'éteignant, le 30 décembre 2022 à Francfort à l'âge de 78 ans, il laissera 3 fils, 3 filles et 12 petits-enfants avec 4 femmes différentes. Son passé, qui restera obsessionnel dans son parcours jusqu'à sa vie amoureuse, il délaissera, sans cependant jamais les abandonner, ses enfants. Peter Zingler a écrit jusqu'au bout de sa vie. Il avait tellement de choses à dire. Il est monté sur l'échelle vers le ciel en ne sachant pas vraiment si la vie n'a été qu'un long tunnel. Attention, Tollard. C'est Arnaud Fahr, journaliste judiciaire du quotidien belge La DH, qui observe avec Hervé Meillon le chemin de cet individu aux multiples facettes et star en Allemagne. Attention, Tollard. Et je suis heureux de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud, alors, vous n'êtes pas du tout allemand, hein? Pas du tout, pas à ma connaissance. Alors, Peter Zingler, lui, il est allemand par contre. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça vous a procuré en écoutant cette histoire assez extraordinaire? Oui, c'est assez singulier comme parcours, hein. Un détenu comme ça qui est en prison parvient à se prendre de passion pour l'écriture. Je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui est assez passionnant dans son parcours, dans ce tracé de vie assez singulier. C'est dur à croire qu'un escroc comme ça qui va piller les maisons des grands riches de la société parviennent au final à d'abord être incarcérés, puis se faire une place dans le milieu littéraire et surtout acquérir une telle notoriété au sein de la population allemande. Et puis je trouve que c'est un exemple absolument très réussi de réinsertion dans le milieu carcéral. Ouais. Bel exemple de réinsertion, mais avec une enfance difficile, quoi. Hein. Un parcours d'enfance assez curieux. Oui, d'abord apatride, et puis effectivement, apparemment, il apprend après que c'est sa sœur qui était en fait sa mère. Il s'est senti trahi, sentiment de fuite avant de revenir par amour pour sa grand-mère. Donc c'est assez beau. On voit que c'est quelqu'un qui était finalement très sensible et très humain. Donc je pense que c'est effectivement grâce à ça aussi qu'il a pu garder une sorte de sensibilité. C'est grâce à cet amour pour sa grand-mère, c'est sûr. Oui, effectivement, la grand-mère a un rôle très très important parce que bon, on est dans l'après-guerre aussi, il faut le dire, au moment où la grand-mère l'entraîne dans la délinquance parce qu'il y a rien à manger, il faut se débrouiller. Et Peter Zingler, c'est là où il goûte quand même à la délinquance carrément. Ouais, ben voilà, c'est dans ses gènes depuis tout petit visiblement, et il faut croire que ça l'a poursuivi toute sa vie. C'est quelque chose dans lequel il se retrouvait et que finalement, visiblement, il a réussi à en faire une force, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qu'il a finalement tout le temps revendiqué, sans honte ou sans culpabilité spécifique. Mais apatride aussi, c'est quand même quelque chose à supporter, ça. Hein. Oui, surtout dans une période comme la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un statut assez particulier. Je pense que ça a clairement joué dans un problème d'identité, dans un problème de manque de repères aussi, qui ont fait que finalement, il a eu toujours un peu ce côté rebelle au final. Attention, Tollard. Dans Attention Tollard, Peter Zingler est mort avec la gloire sur les épaules, alors que dans la première partie de sa vie, il volera les plus riches afin d'être un homme respecté. Rebelle qui va se venger sur les riches. Oui, c'est un petit peu le syndrome Robin des Bois, hein, de vouloir piller aux riches et d'avoir justement moins de culpabilité de ses méfaits parce qu'il estime que ils se sont peut-être légitimes de vouloir payer aux plus riches, et puis il arbore fièrement
les objets volés tout au fil de sa vie, même dans ses décors d'intérieur. Enfin, il va piquer des bagnoles, il va se balader en Porsche comme un roi, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il a un petit peu c'est un peu un fraudeur voilà de luxe, et je pense que c'est quelque chose qu'il a revendiqué tout au long de sa carrière. Poussé d'adrénaline, poussé de testostérone aussi chaque fois. Ouais, c'est un besoin de se sentir vivre, et peut-être par procuration aussi. Lui qui n'a jamais vécu dans le grand luxe, ben voilà, il s'estime peut-être légitime de pouvoir commettre ces méfaits-là. En tout cas, c'est assez particulier, mais je pense que ça a dû aussi inspirer pas mal de gens, pas toujours dans le bon sens. Oui, c'est une sorte de, comme vous le disiez, de Romain des Bois, de Mandrin, pour ceux qui connaissent la légende de Mandrin, qui volait les riches pour donner aux pauvres. Mais en même temps, lui, il donnait pas trop aux pauvres, hein, il gardait pour lui. Oui, même, oui, pour le coup, c'est ça qui différencie un peu. Mais il va passer longtemps en prison, et c'est là où il va se rendre compte qu'il a un talent d'écriture. Oui, mais je pense que c'est surtout grâce à ces clubs d'écriture qui ont été mis en place au sein des prisons. C'est quelque chose qui est tout à fait exemplaire. Je pense que les prisons ne doivent pas être uniquement un lieu d'incarcération et de punition, mais ça doit permettre de reconstruire un être humain qui a fait multiples infractions à divers degrés, d'avoir rencontré les bonnes personnes aussi qui ont pu le projeter dans la société et le réinsérer de cette manière-là, c'est tout à fait salutaire, oui. Nous parlons avec Arnaud Farr, journaliste judiciaire au journal L'ADH en Belgique. Alors Peter Zingler, il commence son talent d'écrivain un petit peu par des nouvelles érotiques, vous avez remarqué ça? Oui, absolument. Je pense que c'était un sacré coquin quand même, ce Peter Zingler. Après, pourquoi pas, hein, si c'est une voie qui lui a permis après de s'émanciper en quelque sorte et de se diriger par la suite vers un nouveau type d'écriture, pourquoi pas, il faut bien commencer quelque part. Oui, parce qu'il va devenir journaliste aussi d'ailleurs. Ouais. Et on le reconnaît dans ses écritures, on lui reconnaît un talent de bon écrivain. Oui, c'est ça, absolument. Je pense que c'est quelque chose qui peut aussi être inné, hein, de fait d'avoir cette plume qui est dans son ADN, et que ben voilà, c'est peut-être grâce à la prison qu'il a pu découvrir ce talent, ce don pour l'écriture. Oui, on parlait tout à l'heure du fait qu'il volait les riches, et c'est vrai qu'il va à 14 ans, il a un amour fou pour Brigitte Bardot, c'est à 14 ans. Oui. Et il va à Saint-Tropez, en stop. Ouais, non, c'est ça. Donc je pense que c'est quelqu'un qui suivait ses intuitions et qui suivait ses rêves sans vraiment trop réfléchir. Je trouve ça assez mignon aussi de pouvoir aller jusque Saint-Tropez de son plein gré. Il est passionné aussi par un acteur de l'époque, chanteur aussi, Eddie Constantine, qui jouait dans des films de gangsters. C'est toute une série d'éléments qui ont fait que lui a finalement été intrigué par ce mode de vie un petit peu chevaleresque, un petit peu spontané, et qui au final il a pris une très bonne tournure au début, mais on voit qu'à la suite de tout ça, ça a fait qu'un cocktail qui lui a réussi, hein. Arnaud Farr, journaliste judiciaire au quotidien belge L'ADH, essaie de comprendre le passé de Peter Zingler et l'admiration du public pour ce voleur, auteur de séries télévisées à succès. Attention, tolard. Nous parlons avec Arnaud Farr, journaliste judiciaire à La Dernière Heure. Il va devenir un cinéaste quand même assez important des films allemands. Il a réalisé de très grands films qui lui ont procuré une sorte de notoriété assez incroyable en Allemagne. Et donc je pense que tout ce parcours, il le doit notamment au petit délit qu'il a commis plus jeune, et sans quoi il aurait eu peut-être une toute autre carrière au final. Est-ce que vous l'avez envié à un certain moment en écoutant l'histoire ? Moi j'aime bien les personnes qui suivent leur instinct, qui vont en première intention, et pour qui les synchronicités de la vie font que ils arrivent à trouver un parcours tout à fait singulier, ce qui est le cas ici. Donc moi ce que j'admire, c'est ce hasard de la vie qui fait qu'au final il arrive à devenir quelqu'un de tout à fait unique. Ouais, ça j'aime bien. Oui, s'il n'avait pas été emprisonné, s'il n'avait pas eu ce parcours, il n'aurait jamais été le cinéaste reconnu qu'il est. Non, voilà, c'est sûr. Je pense que dans la vie, il y a des obstacles qui font que ça nous permet de grandir aussi. On peut aussi buter contre ces obstacles et finalement avoir une vie plutôt banale ou bancale. Or, lui, il a réussi ça lui a servi de tremplin en quelque sorte. Donc, je pense que c'est tout à fait exemplaire comme reconversion aussi. Ouais. Et ce qui est curieux, c'est que chez nous, on connaît peu ce personnage Peter Zingler comme cinéaste. Pour être tout à fait franc, je ne le connaissais pas du tout. Je me suis renseigné également, et il y a très peu de documentation au final sur ce personnage. Je pense que c'est quelqu'un qui reste assez inconnu en Belgique, à part peut-être par les puristes comme vous. Nous sommes avec Arnaud Farr, journaliste judiciaire. Alors Arnaud,
Je dis journaliste judiciaire, c'est important. C'est important ce métier. Et je vais vous demander le rôle des médias. Le rôle des médias est prépondérant, même si effectivement c'est un petit peu schizophrénique par rapport au monde judiciaire qui lui demande d'être traité dans la durée, tandis que le milieu de la presse, c'est dans l'immédiateté, c'est tous les jours qu'il faut se renouveler, trouver de nouveaux sujets. Et donc effectivement, ça rentre un petit peu en contradiction avec le travail judiciaire des enquêteurs. Est-ce que des fois, vos articles, vos papiers embêtent la justice ? À partir du moment où on fait le travail des enquêteurs aussi, qui consiste à aller rechercher des témoins, rechercher des témoignages en off de policiers, à aller vraiment un peu empiéter sur les enquêtes judiciaires qui, elles, sont aussi en cours, et de divulguer des informations qui sont toujours sous le secret de l'instruction, oui, clairement, je pense que ça peut poser problème aussi. Maintenant, il faut essayer de trouver aussi une sorte de déontologie et d'éthique dans ce travail-là pour éviter de faire capoter des enquêtes, éviter aussi de susciter un émoi au sein de la population qui pourrait être démesuré. C'est notre rôle aussi de rester modéré. Ouais. Attention, Tollard. Est-ce que vous avez des indicateurs ? Alors oui, évidemment, on a des indicateurs, que ce soit au niveau des différents quartiers. Que la police n'a pas, bien entendu. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait 9 ans que je travaille pour le groupe IPM, donc la Dernière Heure et la Libre Belgique. Et donc à force, je me suis constitué un carnet d'adresses, une sorte de réseautage. Des bandits ? Il y a également, oui, des bandits, des personnes qui sont maintenant en prison pour des trafics en tout genre. Et donc évidemment, ces personnes-là après vont aussi nous donner parfois des informations sur des méfaits, etc. Mais notre rôle aussi, c'est de montrer ce qui va bien. Mais lorsque vous avez un indicateur et que la police vous demande le nom de cette personne, est-ce que vous le faites ? Bien sûr que non. Non, ça c'est le respect des sources aussi, c'est le respect de la protection des sources. Et je pense que c'est indispensable de nous garder une sorte d'indépendance et de neutralité. Tout comme les policiers n'ont pas de nous divulguer des informations qui pourraient nuire à une enquête judiciaire, nous on estime que si on reçoit des indications de telle ou telle personne, il faut absolument dans tous les cas protéger cette personne pour éviter aussi que ça se retourne contre elle. Et donc effectivement, ça c'est la base de notre métier, c'est de préserver nos indicateurs, nos sources, tout en essayant d'avoir un maximum d'indicateurs possibles, en vérifiant aussi leur pertinence et leur crédibilité, parce qu'après il faut évidemment éviter que ça aille que dans leur sens aussi, et que ce soit des propos qui soient pas fondés spécialement. Est-ce que la justice, de temps en temps, vous demande de mettre un embargo sur vos informations ? Alors ça peut arriver aussi. Alors expliquons ce que c'est qu'un embargo. Oui, un embargo, c'est divulguer l'information qu'à partir du moment où on estime que ça va pas empiéter sur une instruction judiciaire et que ça va permettre, c'est une sorte de contrat à l'amiable. On convient de sortir telle info, tel jour, à telle heure, pour évidemment éviter que ça fuite dans la presse prématurément et que ça puisse faire capoter une enquête, une perquisition ou n'importe quoi. On sait que les défis criminels actuellement sont extrêmement nombreux et donc il y a beaucoup de perquisitions qui sont menées. Nous, il faut qu'on travaille de main à main avec les enquêteurs aussi, même si c'est dans notre intérêt parfois de faire éclater des dossiers au grand jour, c'est sûr. Expliquez-moi pourquoi toutes ces séries à la télévision ont un tel succès. Alors c'est vrai que sur les meurtres. Non, c'est sûr. Pour l'instant, on constate qu'il y a une multitude de séries, de documentaires qui sortent sur toutes différentes plateformes. Puis je pense que c'est lié à une sorte de fascination qu'a la population pour parfois ces faits divers, parfois ces faits assez sordides. Et je pense que ça peut, fasciner les personnes de voir que des personnalités finalement ordinaires rencontrent une trajectoire complètement extraordinaire. Ça peut faire peur et ça peut nous permettre, c'est un peu glauque ce que je veux dire, mais de faire ressortir une part sombre de nous-mêmes. Donc je pense que en ça, effectivement, le fait divers, ça fascine. Ouais. Oui, en même temps, je dis que c'est nouveau, c'est pas tout à fait nouveau. Je me souviens de ma mère, de ma propre mère, et Dieu sait si je ne suis plus tout jeune, qui était passionnée d'un hebdo qui existe encore, je pense, détective, et qui lisait les meurtres. Ça la passionnait. Ouais, non, c'est sûr. Et puis je pense qu'il y a des histoires aussi qui ont été extrêmement médiatisées. Et comment on devient justement chroniqueur judiciaire? Comment on a une envie spéciale pour faire ça? Alors moi j'aime bien partir d'un fait divers pour en faire un phénomène de société, plutôt que de rester sur le fait divers pur et cru. J'estime que je peux peut-être avoir une petite part à jouer dans un rétablissement de la vérité parfois aussi. Arnaud Farr, journaliste judiciaire du quotidien belge l'ADH, essaye de comprendre le passé de Peter Zingler, ce voleur, auteur de séries télévisées à succès. Attention, Tollard. Est-ce que les juges vous appellent? Est-ce que les juges ont un contact avec vous?
Non, alors les juges, pour le coup, ils sont assez compliqués à joindre. Évidemment, eux, c'est pas dans leur intérêt non plus d'ébruiter tout ça. On a surtout des contacts avec les avocats qui parfois souhaitent divulguer tel ou tel élément d'un procès pour... Qui se servent d'eux ou... Ben oui, mais alors après c'est à nous à éviter aussi de servir de relais dans leur intérêt, bien sûr. Mais c'est sûr qu'on constate qu'il y a une relation un petit peu ambiguë parfois avec les avocats, parce que ben voilà, certains sont tentés de divulguer les dessous d'une affaire pour faire pression, pour inciter la population à aller dans le sens de la plaidoirie. Et c'est très tentant pour les journalistes d'aller dans ce sens-là, mais il faut le garder en tête que cela peut aussi tronquer le jugement, notamment dans des procès de cour d'assises. Et donc là, c'est à nous à garder une sorte de déontologie et d'éthique, même si on est dans une société qui demande à souvent avoir le buzz et avoir un peu de sensationnalisme. Ce qui est le cas quand même d'un journal, quand même, pour faire vendre. Ce qui est le cas d'un journal, c'est sûr. Mais maintenant, il faut essayer de rester un petit peu décent aussi, de pas aller à l'encontre d'un jugement, vu qu'il y a quand même voilà, des personnes qui sont derrière, des êtres humains, des vies qui sont en jeu. Donc je pense que c'est à nous à faire attention à ça aussi. Mais votre fonds de commerce, quand même, c'est un petit peu le fait divers, la dernière heure, hein, le sport et le fait divers, quand même. Oui, non, c'est sûr que c'est sûrement ça qui fait vendre aussi et qui fascine un peu les foules. Maintenant, ce qui est intéressant selon moi, c'est de partir d'un fait divers pour, comme je l'expliquais tout à l'heure, déboucher sur un phénomène de société. Quand vous écrivez un article, on vous insulte certaines fois, on vous envoie des mails d'insultes? Très souvent, ça arrive qu'on se fasse, ben voilà, un peu incendié par des familles, des proches, etc. Surtout que, voilà, nos contacts sont assez faciles à retrouver aussi. Et donc, c'est sûr que c'est un métier qui comporte une certaine part de risque. C'est pas toujours facile. Et nous, quand ça arrive, je prends pas la fuite ou quoi. J'essaie justement d'expliquer aux familles pourquoi est-ce que j'ai fonctionné de la sorte. Mais en général, j'ai jamais non plus ma vie menacée ou quoi, parce que j'estime que je fais quand même preuve d'une prudence suffisante et d'un respect surtout, que ce soit des victimes ou des auteurs, avec la règle de base de la présomption d'innocence qui convient de tout le temps mettre en avant quand même. Il vous est arrivé de garder des contacts avec des auteurs de crimes? Oui, tout à fait. Donc, j'ai quand même pas mal de contacts au niveau de la petite criminalité avec des personnes qui ont commis des meurtres, etc. Arnaud, est-ce que des fois vous avez des repris de justice ou des mecs qui vont se remettre en tôle, qui font des menaces? J'ai eu effectivement une personne qui avait été inculpée dans un procès de fusillade à Bruxelles qui après avait commencé à émettre des menaces à mon encontre. Alors ça restait assez anecdotique, mais ce cas-là était un peu flippant, on va dire. Et donc effectivement, on a toujours la possibilité de demander une surveillance policière ou une aide à distance aussi, dans ce genre de cas de figure, parce qu'évidemment, on n'est jamais vraiment protégé à 100%, donc c'est un métier qui comporte une part de risque. Vous aimez le scoop? J'aime le scoop, mais encore une fois, je suis pas non plus dans cette vision complètement sensationnaliste. Ah, Peter Zingler, pour terminer avec lui, il dit au quotidien, je crois, Der Spiegel, il dit après ce vol, j'ai eu une érection qui a duré 6 heures. Est-ce que vous, quand vous écrivez des articles, ça vous arrive d'avoir une érection? Peut-être pas pendant 6 heures à ce point-là, ni avoir d'érection, non. Par contre, effectivement, oui, non, c'est quelque chose qui peut être jouissif aussi, de se rendre compte qu'on contribue à la société en soulevant des affaires qui seraient restées silencieuses et tues sans notre travail. Et puis effectivement, le fait de voir le retentissement que ça peut avoir au sein de la société, et le fait que ça puisse faire bouger des lignes aussi, c'est toujours apprécié. Merci Arnaud Faure d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on retrouve votre signature dans le quotidien l'ADH en tant que journaliste judiciaire. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très très prochainement pour une autre histoire d'Attention Tollard. Attention Tollard.